Bonjour à tous, on va commencer notre webinaire du jour avec l'UGAP et notre partenaire F5. Donc le sujet sera sur l'application web, les applications web, leur protection et leur disponibilité. Alors je vous présente qui va intervenir aujourd'hui. Donc nous aurons à l'UGAP en tant que chef produit Alexandra Bastien. Bonjour à tous. Ensuite, donc moi-même, Romain Quina, directeur marketing de Nomios. Et donc nos invités de chez F5, Nicolas Berthier, qui est responsable de compte public, des comptes publics chez F5, et Bonjour. Emmanuel Cormier, qui est ingénieur avant-vente, spécialisé plutôt dans les comptes publics aussi depuis cette année. Bonjour. Notre agenda, on fait une brève introduction, Alexandra et moi-même, sur le marché de l'UGAP et sur la partie de la spécificité du marché qui nous intéresse. Et ensuite, on partira, au bout de 5 minutes normalement, sur la sécurisation des applications. Alexandra, on te laisse la main. Oui, alors je prends la main. Merci Romain. Oui, je voulais faire un rapide aperçu en fait des marchés de l'UGAP, des marchés de cybersécurité qui sont disponibles à l'UGAP. On a 3 marchés de cybersécurité infra que vous voyez à l'écran, notamment un marché de contrôle et sécurisation des accès avec SCC et des constructeurs comme McAfee, Fortinet, Efficient IP, etc. Un autre marché pour du complément de parc sur des firewalls, donc pour des clients qui ont déjà des matériels sous marque Checkpoint ou Juniper et qui souhaitent commander de nouveau ces marques-là avec Orange Cyberdéfense. Et puis évidemment le marché d'infrastructure et mobilité avec Nomios et différents constructeurs, notamment F5 qui est avec nous aujourd'hui. On a également d'autres marchés complémentaires en matière de sécurité à l'UGAP, notamment des marchés de prestations de conseil et d'accompagnement en sécurité des systèmes d'information. Donc c'est un marché qu'on a avec le titulaire Advance et qui permet de conserver, rétablir et garantir la sécurité des systèmes d'information, mais aussi d'autres marchés que vous connaissez peut-être, le marché multi-éditeur qui a plus de 3000 éditeurs à son actif, qui est une bibliothèque d'éditeurs dont le titulaire est SCC, dans lequel on peut trouver des éditeurs de cybersécurité, et bien sûr aussi un marché de prestations relatives au centre de données qui permet de réaliser avec Atos et APL des études, de l'audit ou de l'accompagnement et tout ce qui est performance énergétique, voilà, des sujets qui sont plutôt d'actualité en ce moment. Très rapidement, parce que je pense que maintenant vous commencez à nous connaître. Donc Nomios, on est présent à peu près sur toutes les entités où il y a des CSI de l'UGAP en France. Vous pouvez retrouver nos différentes agences qui sont à la fois des agences techniques et des agences commerciales. Donc on sera très heureux de pouvoir vous accompagner localement si nécessaire. Alors, au marché donc d'infrastructure de la cybersécurité, euh, ce marché, il est encore valable pendant tout 2022. Il sera renouvelé cette année, mais avec un démarrage en janvier 2023, normalement, du nouveau marché. Et donc, à ce marché, il y a un certain nombre d'éditeurs, dont F5 qui a deux segments, le segment du reverse proxy et le segment du SSL, donc du déchiffrement SSL, dont on va parler évidemment particulièrement aujourd'hui. Dans ce marché, en dehors de la revente de solutions d'éditeurs, il y a aussi un volet de services. Donc on est capable de faire des prestations de prototypage et d'études, donc de POC, et vous accompagner en études en amont de vos projets. Ensuite, la grosse partie du marché, c'est l'intégration. Donc, on peut quasiment tout pré-configurer et vous envoyer et installer le matériel sur place. Ou alors, vous envoyez classiquement du matériel et c'est nous qui venons sur place l'intégrer. Ça, c'est la partie intégration. Une fois que c'est intégré, il y a un volet de support et de services avancés. Donc à la fois sur la partie support technique et maintenance, donc quand le matériel tombe en panne ou quand vous avez besoin d'informations complémentaires.
Mais il y a aussi la partie surveillance à distance. Donc c'est un centre qui est à Boulogne et qui vous permet d'anticiper sur vos dégradations de service ou vos pannes éventuelles grâce à nos superviseurs et nos outils de supervision. Et la téléadministration, ça va être plutôt la partie service manager. Donc, on va pouvoir prendre une partie des changements que vous n'avez pas le temps ou la compétence d'assumer. Et donc, on va être capable de passer ces changements avec vous, toujours avec vous, jamais à votre place complètement. Il y a aussi un volet de gestion et pilotage de projet. Si vos projets deviennent trop importants, vous avez du mal à tenir vos délais, vos tâches, on a des gestionnaires de projet qui sont capables de vous accompagner. Et enfin, euh, sur toutes les segments du marché, on est capable de alors c'est pas nous qui les faisons, mais de vous vendre des formations certifiantes et qui sont en général dispensées par des centres de formation agréés et qui vous permettent derrière d'avoir une certification, donc là en l'occurrence une certification L5. Merci à Nomios et à l'UGAP pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et bonne année de la part de l'équipe F5. Donc là, l'idée, ça va être effectivement de vous décrire ce que fait F5 au sein du marché cybersécurité de l'UGAP, donc sur différents cas d'usage qu'on a choisi de vous présenter. Et pour commencer en introduction, on va vous présenter donc la vision et la stratégie d'F5, d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller et comment on souhaite accompagner nos différents clients et bénéficiaires. Alors, vous nous connaissez sûrement sur notre métier historique, à savoir la répartition de charges ou le load balancing. Ça a commencé il y a plus de 20 ans. Je crois que c'est nos 25 ans cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a commencé avec du load balancing sur du matériel spécialisé, dédié en tout cas, le fameux système d'appliance. Donc ça, c'était au début des années 2000. Ensuite, le besoin du marché a évolué, le besoin de nos clients a évolué, et donc on s'est orienté vers des fonctionnalités complémentaires, notamment de sécurité applicative, pour protéger les applications qui sont publiées, la partie DNS et la protection des DOS. On a gardé quand même cette logique de venir apporter du service à une application que vous voyez sur la gauche du slide, qui est publiée vers un utilisateur que vous voyez sur la droite. Entre les deux, l'objectif d'F5, c'est d'apporter en fait une couche de service qui va permettre à vos applications d'être plus résilientes, plus disponibles, plus rapides et plus sécurisées. Donc on a commencé avec ces briques donc, de load balancing, de DNS, de protection des DOS et de sécurité applicative. Et puis, le marché évoluant, les besoins des clients évoluant, on a, en complément de nos solutions à base d'appliance, amené d'autres supports pour porter ces fonctionnalités, donc les VM, qu'elles soient hébergées on-premise sur vos systèmes de virtualisation ou d'hyperconvergence, mais aussi sur des infrastructures de type cloud public. Et aujourd'hui, en fait, on a démultiplié cette capacité à proposer des services. On a complété aussi ces services avec le rachat d'Nginx pour aller vers des services un peu plus proches de l'application. Et puis, on a démultiplié notre présence, c'est-à-dire la capacité d'aller déployer ces services de répartition de charges, on va dire d'autres disponibilités de manière générale, de sécurité et d'optimisation sur tout type de support. Donc, que ce soit, comme on l'a dit, l'appliance, que ce soit la VM, que ce soit une VM dans un cloud public, mais aussi maintenant dans des containers, dans des infrastructures de type container, en mode SaaS, et potentiellement sur du matériel tierce banalisé. Comme on multiplie un petit peu, on ajoute des fonctionnalités, il faut fournir des outils de gestion appropriés pour pouvoir piloter l'ensemble de ces fonctionnalités et en plus de ça, être capable de piloter l'ensemble des solutions déployées, que ce soit on-premise ou sur d'autres infrastructures externes. Donc, on a rajouté un certain nombre de plateformes qui vont nous permettre, en fait, avec BigIQ et le Nginx Controller, d'aller piloter l'ensemble des éléments déployés. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec l'écosystème autour de nous. On sait très bien qu'une infrastructure de sécurité, ce sont de multiples éditeurs. Donc, il faut être capable de travailler en collaboration, notamment avec tous les outils qui vont permettre de faire du reporting, qui vont permettre de faire de l'automatisation de déploiement, qui vont permettre de faire de la récupération et de l'analyse de log, par exemple. Donc, on a développé des connecteurs et des interactions avec un certain nombre d'éditeurs pour travailler en collaboration. Et puis maintenant, de plus en plus, vous allez voir apparaître chez F5 des solutions à base de SaaS. On ne va pas rentrer en détail parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a fait quelques rachats ces 2 dernières années, notamment les solutions Shape et Volterra. Ça va nous permettre en fait de déployer nos services de plus en plus dans un mode SaaS
pour vous permettre en fait de bénéficier de ces fonctionnalités, mais sans forcément les héberger. Et pourquoi pas ne pas les gérer, puisqu'on a dans ces solutions SaaS une partie de service managé. Voilà un petit peu rapidement hein, sur la stratégie F5. Alors, je suis désolé. Voilà, mes slides ne passent plus. Et donc, tout en gardant, hein, je l'ai dit, donc c'est cette capacité à avoir des modèles de déploiement pour tous les environnements. Vos infrastructures évoluent. Vous étiez traditionnellement dans des data centers. De plus en plus, vous allez être dans ce qu'on appelle des data centers hybrides, c'est-à-dire avec une partie de vos infrastructures chez vous dans des data centers physiques, mais aussi dans des environnements que vous ne gérez pas complètement, le cloud par exemple, le SaaS. Voilà, donc on va vous accompagner toujours en gardant cette capacité à avoir des solutions on-premise, mais en vous proposant en plus des solutions as a service ou logiciels. Alors, premier cas d'usage, pardon, la disponibilité et la sécurisation des applications. Donc, quand on entend application chez F5, c'est quoi? C'est une application souvent au format web, très souvent au format web, mais que vous allez publier un certain nombre d'utilisateurs. Alors, ces utilisateurs, ils sont divers et variés. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos partenaires, et ça peut être vos utilisateurs finaux. Alors, je n'utiliserai pas le terme de client, puisque je pense que vous avez très peu de clients, mais par contre, vous avez des utilisateurs, c'est les citoyens français, qui utilisent vos différents services, que ce soit dans le cas d'une mairie, d'un conseil général, d'un ministère, voilà, on peut imaginer n'importe quel type de service. Ces applications, à partir du moment où vous allez vouloir les rendre accessibles, vous allez les publier sur Internet. À partir du moment où vous les publiez sur Internet, elles sont potentiellement attaquables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'attaque, ce n'est plus forcément une attaque ciblée, avec quelqu'un qui vient spécifiquement attaquer votre application. Ce sont des robots et des automates qui scannent en permanence l'ensemble des applications publiées et qui vont chercher une faille. Alors, il y en a une dernière, l'actualité nous aide un petit peu là-dessus avec Log4j, dont vous avez sûrement entendu parler, la vulnérabilité sur Apache. N'importe quelle application va être scannée et va potentiellement être attaquable. Et comme en plus de ça, on assiste à une explosion du nombre d'applications, vous n'avez qu'à regarder le nombre d'applications qui évoluent sur votre smartphone entre il y a 5 ans et maintenant. Je pense que vous êtes passé à peu près du simple au double. Donc, on utilise de plus en plus d'applications. Et donc, on augmente la surface d'attaque. Donc, on a de plus en plus d'applications. Ces applications, elles évoluent. On est passé de l'infrastructure, de la présentation HTML, PHP classique à des applications un petit peu plus modernes à base d'API. Les architectures des applications ont aussi évolué. Hein. On n'est plus sur une infrastructure 3 tiers, mais on arrive vers du microservice. Puisqu'on augmente, comme je l'ai dit, le nombre d'applications, on augmente la surface d'attaque. Donc, de plus en plus de possibilités pour un attaquant de rentrer. Et puis, ça, c'est un gros problème sur toutes les solutions de sécurité de manière très large et bien au-delà d'F5, c'est le manque de visibilité sur ce qui se passe. Est-ce que j'ai été attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est mon volume d'attaque? Quel est mon volume de trafic, tout simplement? Voilà, comment je suis en fait l'évolution de l'utilisation de mon application. Donc, avec F5, on va essayer de répondre à un certain nombre de problèmes. Alors, c'est quoi les menaces aujourd'hui? On peut les classer en 4 grandes catégories. Les attaques applicatives, qui vont chercher en fait à cibler vraiment la logique de l'application, comment elle est écrite, comment elle fonctionne, comment je peux aller injecter des identifiants, par exemple, comment je vais pouvoir me faire passer pour un faux client. Ces attaques, l'objectif, en général, c'est soit de rendre indisponible l'application en faisant du défaçage de site, par exemple, même si la mode est un peu passée, ça reste une vulnérabilité potentielle, mais surtout, et ça c'est ça le plus dangereux, c'est d'aller chercher des données qui sont derrière ces applications. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'une application, ce n'est jamais qu'une couche de présentation pour aller présenter des données que vous utilisez, que vous allez présenter à vos utilisateurs. Ces données pouvant être personnelles, confidentielles, stratégiques, selon votre domaine d'activité. Donc ça, c'est vraiment l'attaque la plus dangereuse, je dirais, pardon, en termes de confidentialité. Ensuite, on a des attaques sur l'infrastructure, donc les fameux dénis de service, les techniques d'empoisonnement DNS, des menaces qui sont cachées dans des flux chiffrés, par exemple, les attaques man in the middle. Donc là, l'objectif, ça va être plutôt de faire tomber le service ou en tout cas d'intercepter une partie du trafic à destination de ce service. Là encore, vous n'êtes pas des clients de l'e-commerce, vous n'êtes pas des clients de paris en ligne, c'est pas pour autant que vous êtes à l'abri. Il y a des attaques aujourd'hui qui tirent entre guillemets à l'aveugle ou qui génèrent énormément de bruit en ciblant un type d'application particulière ou un type de client particulier pour en fait masquer une activité frauduleuse sur d'autres clients ou sur un autre type d'attaque.
on sait très souvent qu'on voit combiner une attaque DDoS avec une attaque applicative. L'attaque DDoS génère du bruit, ça tue les outils de monitoring et sécurité, et derrière, une attaque applicative part. Ensuite, on a des attaques spécifiques sur le vol de sessions utilisateurs. Donc, soit vos identifiants, enfin, les identifiants des utilisateurs se sont fait voler, vol de base de données, enfin voilà, ça défraie l'actualité, donc vous avez tout un tas d'exemples. Les attaques par phishing, les attaques par brute force. Dans tous les cas, l'idée, ça va être de récupérer un identifiant utilisateur, de le jouer sur une application et de récupérer les données associées à cet utilisateur. Donc, on est un peu sur la même logique de l'attaque applicative, sauf que là, c'est un peu plus ciblé, puisqu'on va être capable en fait de se faire passer pour un utilisateur légitime. Et après, on va avoir ce qu'on appelle les attaques sophistiquées. Alors là aussi, elles tirent un peu large, elles sont automatisées, c'est ça qui est très important. Encore une fois, c'est pas du travail manuel, hein, c'est du travail industriel. Et là, on va aller cibler des vulnérabilités particulières. Ça va être souvent sous forme de campagne d'attaque ou de campagne de malware. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une campagne? C'est qu'en fait, on va aller cibler soit une vulnérabilité particulière parce qu'elle vient de sortir comme Log4j, soit un type de client particulier. Les hôpitaux, les mairies, les ministères, enfin, que sais-je, les banques, si on sort du domaine public. Et là, donc, c'est des outils qui vont être écrits spécialement pour l'occasion et qui vont cibler un type de client particulier ou un type de vulnérabilité. Je peux juste rajouter une chose sur Vas-y. ce qu'on a pu voir en 2021. Je pense que vous avez beaucoup vu dans l'actualité certaines mairies, certains conseils régionaux ou malheureusement certains CHU aussi qui ont eu beaucoup de ransomware, il y en a encore, qui se propagent régulièrement. Et pour reprendre ce que disait Nicolas, typiquement, l'idée c'est de dire les attaquants vont peut-être lancer une campagne, par exemple DDoS, pour détourner l'attention des administrateurs sur cette campagne DDoS et au final se glisser quelque part ailleurs dans un autre coin via une autre faille de sécurité qu'ils auraient pu trouver sur un site web et de là déposer un ransomware d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée c'est vraiment de cacher, les attaquants vont essayer de cacher l'attaque au travers d'une autre attaque. Il y a eu d'autres histoires, Sony il y a quelques années où ils avaient fait là aussi une attaque DDoS ou une attaque sur un serveur DNS et au final ils ont fait la vraie attaque via un autre service. Donc c'est vraiment et un business particulier qui a mis en place et c'est pas une seule attaque, mais c'est plusieurs attaques ensemble et il n'y en a qu'une seule parmi toutes celles-là qui est l'attaque la plus ciblée possible. Donc, le modèle de sécurité que propose F5 pour contrer ces menaces, hein, ça va être donc de contrer toutes les attaques applicatives en sécurisant vraiment la logique de l'application, c'est-à-dire les points d'entrée, les formulaires, notamment le formulaire d'identification, d'authentification. De sécuriser votre application en fonction des composants logiciels que vous avez utilisés, du type de serveur web, du type de langage, du type de framework que vous utilisez. Ensuite, on va s'attacher aussi à sécuriser l'infrastructure, alors en la rendant hautement disponible déjà, et puis en nettoyant le trafic à destination de cette infrastructure. On va renforcer aussi le contrôle de l'accès. Aujourd'hui, une application, elle a son propre formulaire d'authentification. Il n'est pas forcément renforcé, il n'est pas forcément simple à utiliser. On voit beaucoup l'apparition des CAPTCHA ou ce genre de choses qui sont souvent pénibles à utiliser pour l'utilisateur. Donc nous, on va renforcer ce système d'authentification en amont, avant même que l'utilisateur ait pu toucher l'application, avec des systèmes d'authentification un peu plus avancés, de la fédération d'identité, du multifacteur ou ce genre de choses. Et puis, la surveillance des menaces, quand on parlait tout à l'heure des campagnes d'attaque, on va surveiller, nous, F5, les campagnes en cours, ce qui est annoncé, ce qui commence à apparaître chez certains types de clients, pour vous proposer en fait très rapidement les contre-mesures et notamment les signatures à mettre en place. Alors, volontairement, dans ce chapitre, on n'a pas encore parlé produit, on y reviendra à la fin de la présentation. Autre aspect, cas d'usage qu'on voit beaucoup arriver, c'est aujourd'hui, avec la multiplication du nombre d'applications, on va vous demander non pas déployer des applications, parce que ce n'est pas forcément votre métier, mais en tout cas de rendre des services à ces applications. Et ces applications sont de plus en plus nombreuses et déployées de plus en plus rapidement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, comme on l'a dit en introduction, d'abord, le futur est hybride, c'est-à-dire l'infrastructure sur laquelle sont hébergées les applications vont, excusez-moi, problème de batterie, voilà. Les infrastructures, par exemple, je disais, évoluent, hein, donc on va sortir du data center et on va se retrouver sur d'autres infrastructures qu'on ne gère pas forcément. Donc on va avoir besoin de solutions qui vont rendre des services de sécurité et de disponibilité qui vont être indépendantes
de l'infrastructure. Je le mets sur du VMware, je suis capable d'aller le déplacer sur un Azure, je suis capable de le récupérer chez moi sur un OpenShift. Enfin voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais je veux garder le même niveau de service et le même niveau de qualité de service. L'avènement du DevOps, ça fait des années qu'on en entend parler. Aujourd'hui, c'est une réalité plus ou moins avancée, avec des méthodologies plus ou moins différentes, mais la logique est toujours la même. On veut aller plus vite sur la livraison de l'application et on veut l'automatiser. Mais ça veut dire qu'il va falloir automatiser tous les services qui vont avec de disponibilité et de sécurité. Pardon. Et puis les technologies changent. On en parlait tout à l'heure. L'infrastructure de votre application, c'est plus du 3/3 avec une couche présentation, une couche de données et de stockage de données, et puis un moteur entre les deux. On est basé sur des containers, on est basé sur du microservices. On est basé de plus en plus sur de l'API, notamment pour les applis mobiles aujourd'hui, qui fonctionnent en fait avec une présentation en local sur le téléphone et puis des échanges via des API vers l'application et pour présenter les données. La gestion des API, c'est une problématique à part entière. C'est un formalisme particulier, ce sont des méthodes particulières. Donc ça aussi, il va falloir venir le sécuriser puisqu'on voit de plus en plus d'attaques qui ciblent en fait ces composants, puisque c'est ce qui nous permet, l'API, encore une fois, ça permet de récupérer directement des données derrière. Alors, pardon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que donc on va avoir des applications qui vont être hébergées traditionnellement dans le data center et des applications hébergées dans un cloud. Alors, cloud au sens très large du terme, ça peut être tout à fait un cloud privé, c'est-à-dire une couche de la virtualisation que vous avez chez vous, hébergée toujours dans vos data centers, mais avec les avantages du cloud, c'est-à-dire l'automatisation, c'est-à-dire la capacité à aller faire des portails de services pour vos développeurs et ainsi de suite. Toujours est-il que ce sont toujours les mêmes utilisateurs qui accèdent à ces applications. Et aujourd'hui, les utilisateurs utilisent deux grands types d'outils pour accéder, un navigateur Internet ou un terminal mobile. Et au milieu, on va voir apparaître une nouvelle couche de ce qu'on appelle de edge computing, c'est-à-dire la capacité à aller pousser ces applications au plus proche de l'utilisateur et pousser certains composants applicatifs au plus proche de l'utilisateur. C'est pour ceux qui travaillent dans l'IT depuis un certain temps, l'ancêtre de cette solution, c'est ce qu'on appelle CDN, la capacité à pousser du contenu au plus près des utilisateurs. Mais là, aujourd'hui, on va être capable d'aller pousser une partie de l'application au plus près des utilisateurs. Tout ça pour dire en fait que l'infrastructure en fait des services applicatifs évolue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des services qui ressemblent un peu à un patchwork de solutions comme c'est déployé, comme c'est montré ici, avec mes applications classiques en haut à gauche, avec mon serveur web, mon moteur applicatif et puis ma base de données derrière. Mes applications modernes en bas à gauche cette fois-ci, où je vais être basé sur des infrastructures de type container et tous les outils qui vont avec. Et puis devant, toutes mes solutions d'infrastructure. Firewall, protection des DOS, gestion du DNS, load balancing, éventuellement API Gateway si vous avez des solutions à base d'API. Ça rend les infrastructures complexes. Ça veut dire que c'est autant de compétences à avoir pour administrer ces différents composants. Ça rend le troubleshooting complexe. Pardon, où est-ce que je vais aller quand il y a un problème, d'où vient le problème et comment je l'améliore. Et puis ça vous fait donc beaucoup de solutions à administrer. L'idée avec F5, c'est de simplifier au maximum vos infrastructures. Alors, on sait très bien que vous n'allez jamais tout faire porter tous vos services sur F5, et puis il y a des choses sur lesquelles nous, on n'agit pas, si je prends l'exemple du firewall, par exemple. Mais vous allez pouvoir consolider, notamment à travers la brique Reverse Proxy, qui est le segment Reverse Proxy, dont l'UGAP a parlé en introduction, où vous allez pouvoir consolider un certain nombre de fonctionnalités de disponibilité et de sécurité pour éviter de démultiplier votre infrastructure, le nombre de solutions dans votre infrastructure. Avec toujours cette capacité en amont d'aller déporter des fonctionnalités dans un service SaaS. Pardon. Vous allez garder aussi la capacité à faire de l'administration centralisée et d'aller automatiser en fait le déploiement de ces différents services. C'est vraiment ça aujourd'hui qui est au cœur des demandes de nos clients aujourd'hui. Arrêter le clic sur des interfaces web, décidément, et être capable d'aller proposer potentiellement directement à mes développeurs des interfaces pour aller publier eux-mêmes leurs services. Une nouvelle application doit être publiée, le développeur publie sur sa couche applicative et publie en même temps, demande en même temps la création des services associés, ouverture de flux, load balancing et WAF. Donc, on va être capable d'automatiser à la fois sur la partie
système et développement avec la partie Nginx, et puis dans la partie infrastructure, à travers des API, à travers nos solutions de gestion centralisée et BigIQ, pour que quand un développeur fait une modification, il n'ait pas besoin de solliciter 10 équipes différentes pour ouvrir un certain nombre de services. Alors on sait très bien qu'au niveau sécurité, c'est pas si simple. Il ne s'agit pas qu'un développeur qui fait une erreur ouvre un flux sur un firewall. En tout cas, il peut automatiser sa demande et il peut automatiser un certain nombre de choses, quitte à ce que ces demandes soient ensuite validées par les personnes compétentes. Alors, je suis désolé pour le rhume. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir une approche unifiée et un catalogue complet pour gérer à la fois l'ensemble de vos services, mais pour les rendre beaucoup plus agiles. Agiles, encore une fois, dans la manière dont on va les proposer, sous forme de VM, sous forme d'appliance, sous forme de containers selon votre besoin, mais être capable aussi d'automatiser la gestion et le déploiement de ces différents services. Emmanuel, c'est là où je te laisse la main. Oui. On va parler maintenant d'un, je dirais pas cas d'usage, mais en tout cas, dernier symptôme problématique que l'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle en français le trafic automatisé, en tout cas le trafic provenant de robots. Ici, la statistique date de 2017, donc quand on dit 50% du trafic automatisé, je pense qu'aujourd'hui en 2021 ou même 2022, on peut dire 60 voire 70% du trafic Internet est aujourd'hui automatisé. Donc quand je dis automatisé, ça veut dire que c'est par exemple des petits outils de monitoring qui sont utilisés ou des outils automatisés par exemple pour faire du test applicatif qui à la base sont utilisés vraiment pour tester mon application, tester les performances de mon application et qui sont en fait d'une certaine manière détournés par des pirates, des attaquants pour simuler des vrais accès utilisateurs. Je vais en reparler. Donc, ouais, on peut considérer que 60-70% de ce trafic-là aujourd'hui est généré par ce type de trafic-là versus un vrai utilisateur, un humain avec son navigateur Internet qui surfe normalement. Et on se rend compte que sur ces cas d'usage-là, on a plus de 70%, quasiment 80% des attaques, des intrusions, des tests d'intrusion, des tests de vulnérabilité qui sont faits par ces outils automatisés. Donc ça veut dire que c'est vraiment en croissance régulière. Et c'est ça qui va être aujourd'hui un élément important aussi quand on parle de sécurité applicative, parce que dans ce cadre d'usage de ces outils-là, c'est pas toujours uniquement pour faire des attaques. On sait qu'on le voit ici avec ces stats, il y a beaucoup d'attaques qui sont générées par ces outils, mais au final, ces outils sont aussi beaucoup utilisés en découverte. Donc, ils vont pas forcément lancer une attaque, mais juste découvrir, récupérer des informations, je sais pas, sur la version d'Apache qui tourne dans le framework, ou la version d'une base de données, ou je ne sais quoi. Et ça, il n'y a pas forcément une attaque qui est lancée derrière. Donc un outil, on va dire assez classique de type reverse proxy ou pare-feu applicatif, ne va rien détecter parce que pour lui, la requête qui est faite sur l'application, elle est conforme, elle est normale. Par contre, c'est juste on va dire un comportement utilisateur qui n'est pas normal du fait d'utiliser un outil automatisé ou une commande en ligne ou un script pour lancer ça. Donc c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, il faut déterminer et essayer de trouver, si je fais l'analogie, le bon chasseur, le mauvais chasseur, on a la même chose. On a le mauvais robot et le bon robot. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on a le bon robot, ça peut être le robot qui a été utilisé via un script, un outil pour, par exemple, faire du monitoring applicatif, du test de ma santé applicative. On a plein d'outils qui utilisent voilà, des informations récupérées par les applications pour je sais pas, donner des temps de réponse applicative, s'assurer, par exemple, ce que l'on fait typiquement avec le Big IP, on va faire un test de vie applicatif, on va faire une requête sur mon application pour vérifier si elle répond bien, si j'ai bien un code retour HTTP qui m'est renvoyé. Et ça, on peut considérer ça comme un bon robot. Donc, on va plutôt les laisser passer. Versus d'autres robots qui vont, pour le coup, eux, être là pour faire des scans de port, par exemple, des scans réseau, faire ce qu'on appelle du web scraping, donc de l'aspiration de sites web. Donc ça, c'est plus sur des environnements type e-commerce, etc., où des outils vont aspirer le site web pour, par exemple, récupérer tous les prix, les catalogues des produits, etc. Mais on va aussi retrouver de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui des attaques de type credential stuffing,
Ça aussi, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues dans l'actualité en 2021. C'est le fait qu'il y ait eu de plus en plus de sites web justement qui se sont fait pirater et à partir desquels on a récupéré des bases de comptes utilisateurs. Et quand je dis des bases de comptes utilisateurs, c'est vraiment le login de l'utilisateur et son mot de passe associé. Puisque dans certains cas, le mot de passe n'est pas forcément chiffré correctement dans des bases de données. Donc, les pirates vont utiliser ces bases-là d'utilisateurs pour faire des attaques de type basées sur l'usurpation d'identité et se connecter à n'importe quel site web et utiliser ces grosses bases d'utilisateurs. Donc, c'est des milliers de comptes. Et c'est aujourd'hui ce qui est le plus demandé quand on regarde le dark web ou des choses comme ça. Il y a quelques années, c'était plutôt des numéros de carte bleue. Aujourd'hui, c'est plutôt acheter des bases de comptes utilisateurs volés pour réutiliser ces bases-là et essayer de se connecter, je sais pas, à mon site web pour accéder aux notes de mon fils, accéder à une application, par exemple, on en reparlera un peu plus tard, type ENT, qui a été beaucoup utilisé en 2019 avec les premières années où on était tous en télétravail. Ça aussi, ça a été beaucoup utilisé dans ce cadre-là. Donc l'idée, c'est de déterminer justement est-ce que je considère que ce trafic-là, même si c'est un robot, est-ce que je dois le laisser passer ou je dois le bloquer? Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en œuvre avec les solutions F5. Et donc il y a différents challenges par rapport à ça. Si on passe sur le slide suivant, merci. C'est justement, je l'évoquais, l'aspiration de données, c'est aussi quand on va avoir justement 50, 60, 70% du trafic qui est fait par des outils automatisés, ça va me perdre en visibilité, moi, sur mon trafic, parce que ça va me générer des logs dans mon application qui ne me servent à rien parce que c'est du trafic automatisé. Ça va me consommer des ressources. Alors, ça peut être tout simplement de la bande passante Internet qui est utilisée à rien, utiliser des ressources de mon infrastructure, de mes serveurs web, de la CPU, de la mémoire, etc. Et pour un trafic complètement inutile. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'identifier au plus tôt et du coup potentiellement le bloquer au plus tôt pour éliminer tout ce trafic-là. Et puis potentiellement pour certains utilisateurs, quand on parle par exemple d'API ou de choses comme ça, certains vont aussi potentiellement monétiser l'accès à certaines applications. Je vais prendre par exemple un exemple de Salesforce. Salesforce, vous pouvez accéder à l'application au format web, mais vous pouvez aussi utiliser l'API de Salesforce. Et bien, ils font payer l'accès aux API. Mais si au final, tout cet accès-là, il est fait uniquement par des robots, c'est pas le but. Et donc là aussi, ça va être une perte financière potentielle. Donc c'est ça qu'il faut essayer de cibler au maximum et d'assurer d'éliminer encore une fois ce trafic-là au plus tôt possible. Alors il y a différentes contre-mesures qui existaient déjà, hein. L'outil que vous voyez certainement le plus couramment, c'est du CAPTCHA, ou ici l'exemple du reCAPTCHA Google. Alors c'est très bien, c'est super simple à mettre en œuvre, c'est assez pratique, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez simple. Alors après, il y a différents types de reCAPTCHA. Si on regarde, il y a quelques animations, Nicolas, juste pour passer sur des types d'exemples de CAPTCHA. Donc celui-là, il est simple, il suffit de cliquer sur la petite coche, il est vert. Il y en a d'autres où il faut cliquer, je sais pas, sur le passage piéton, la voiture, etc. Donc, bon an, mal an, on y arrive, on n'y arrive pas. Des fois, il faut le refaire 2, 3 fois. Il y a d'autres méthodologies où c'est essayer de lire des lettres, des chiffres, etc. Donc c'est voilà, plus ou moins simple à utiliser. Certains sont plus ou moins compliqués à analyser. Juste pour terminer sur le slide d'avant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au final, en fait, les administrateurs vont aller au plus simple en utilisant ce type d'outil-là. Typiquement, le reCAPTCHA Google, c'est ce qu'on voit globalement, majoritairement dans ces infrastructures-là, parce que, comme je le disais, c'est super simple à mettre en œuvre. Par contre, on sait que potentiellement, c'est aussi simple à bypasser. Quand je prends l'exemple, par exemple, d'un cambrioleur qui va aller dans une rue, si vous allez avoir 3 maisons qui ont des verrous super compliqués, ils vont passer à autre chose. Par contre, si vous allez avoir 25 maisons qui ont les mêmes verrous et super simples à ouvrir, ils vont plutôt se focaliser sur ces 25 maisons avec ces verrous les plus simples. Mais on a la même chose avec les CAPTCHA. Et au final, on se rend compte que les CAPTCHA sont pour la plupart de plus en plus inefficaces parce que il y a plein d'outils qui existent, de CAPTCHA, du Death by CAPTCHA, il y a 2, 3 outils qui existent sur le marché et qui vont permettre justement de bypasser ce type de solution CAPTCHA.
Et là, c'est devenu un vrai business, là aussi, hein. Les pirates, les attaquants qui veulent vraiment essayer de se connecter sur votre site web, bah, sont prêts à payer, hein. Et on le regarde, si on prend peut-être le dernier exemple qui est le Death by Captcha, on voit ici, par exemple, alors c'est peut-être un peu petit pour vous, mais globalement, vous pouvez acheter 1000 résolveurs Captcha pour 1,39 $. Et même pire, si vous êtes membre Gold de Death by Captcha, ça descend à moins de 1 $ par résolveur. Et quand on parle de résolveur, c'est vraiment un nombre de captcha résolus. Donc vous pouvez soumettre autant que vous voulez, et s'il ne résout pas, en fait, c'est pas compté. C'est vraiment le nombre de captcha qu'ils vont résoudre. Et ça, c'est vraiment ce type d'outil-là qui est utilisé de plus en plus par les attaquants pour justement bypasser les différents captcha dont j'ai évoqué, même les plus sophistiqués. On a fait pas mal de tests, nous aussi, en interne avec certains outils captcha. On arrive à bypasser avec ces outils-là assez simplement. Alors, ça va prendre pour certains peut-être 2-3 minutes, 2-3 minutes à résoudre le captcha, mais on va y arriver. Et au final, c'est ce que veulent les attaquants. C'est même s'ils perdent du temps, ils sont prêts à payer quelques dollars, hein. Encore une fois, moins de 1 $ pour résoudre 1000 captcha. C'est rien. Pour eux, voilà, 1000 captcha, c'est vite fait. Donc, ils peuvent payer même 10 $, 20 $ régulièrement. Et encore une fois, eux, ce qu'ils vont faire, c'est la balance aussi entre potentiellement le coût que ça va leur mettre en termes d'attaque et le coût en termes de données qu'ils vont récupérer. Ce que disait Nicolas, ce qui est important, au final, la valeur, c'est la donnée qui est stockée sur l'application. Et la donnée, ça peut être des données bancaires pour certains, ça peut être des données des citoyens avec leur nom, leur prénom, le numéro de sécurité sociale, que ça, il y a plein d'informations confidentielles qu'on va pouvoir récupérer. Donc, au final, payer pour résoudre des captchas, il n'y a aucun souci, les pirates, ils vont le faire tant que derrière, ils savent que la donnée va leur apporter plus que ce que ça va leur coûter. Et au final, ce qu'on veut déterminer, c'est ces différents comportements frauduleux. Déterminer, donc, comme je le disais, si je résume, le trafic automatisé, c'est comment on différencie le bon trafic du mauvais trafic, donc trouver les bonnes méthodologies pour différencier ça. Déterminer et différencier un utilisateur, est-ce que c'est un vrai utilisateur ou un mauvais utilisateur, ou un utilisateur qui essaye d'usurper son identité pour se faire passer pour un autre utilisateur. Et l'objectif aussi, c'est d'éviter ce qu'on appelle la friction utilisateur. C'est est-ce qu'au final, on doit déplacer les mécanismes de sécurité et de protection au niveau de l'utilisateur? Est-ce que c'est à moi, derrière mon navigateur Internet, de prendre, entre guillemets, en charge moi-même la sécurité en cliquant sur le fameux CAPTCHA? Ce n'est pas forcément notre vision, nous, chez F5, c'est plutôt d'essayer de simplifier au maximum tout ça et de faire en sorte que tout ça soit complètement transparent pour l'utilisateur. Au final, l'utilisateur, lui, doit accéder à son application de manière la plus transparente possible et sans cette friction-là. Donc notre réponse, typiquement, c'est de dire, voilà, là j'ai une infrastructure classique, standard, où j'ai mon application, mes utilisateurs, avec un mix de trafic automatisé, non automatisé. On va donc mettre en place la solution qu'on appelle BigIP chez nous, on en reparlera juste après avec les différents scénarios cas d'usage. Donc mettre une solution BigIP avec par exemple des fonctionnalités de type reverse proxy, de type pare-feu applicatif, sur lequel on va intégrer des mécanismes complémentaires de protection. On va intégrer par exemple ce qu'on appelle des feeds, des menaces. On l'évoquait par exemple quand il y a des campagnes d'attaque ciblées, on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer sur des mécanismes d'identification justement de robots, basés par exemple sur des signatures ou des choses comme ça. Et donc d'avoir une sorte de dashboard qui va nous déterminer, voilà le type de trafic que je vois. Est-ce que c'est au final du trafic humain, pas humain? Est-ce que je considère que c'est du robot? C'est du robot normal, pas normal, et de voir toute une liste d'attaques et d'accès qui sont faits. Et de pouvoir faire ça, que ce soit, comme l'a évoqué Nicolas, via mon navigateur Internet, mais aussi mon application mobile. Parce qu'encore une fois, l'accès aux applications ne se font plus que via un navigateur, mais aussi un mobile. Donc faire en sorte aussi que via les mobiles, on puisse accéder à l'application et là aussi déterminer potentiellement si c'est un robot, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus aussi de ce qu'on appelle des click farms, par exemple, ou choses comme ça, de plus en plus de pirates qui vont utiliser des téléphones et accéder là aussi de manière automatisée à certaines applications, faire là aussi de l'usurpation d'identité. Donc là aussi, il faut déterminer est-ce que c'est un vrai smartphone, est-ce que le smartphone, son environnement, il est normal, pas normal, etc. Donc on s'appuie sur différents critères et encore une fois, on veut le faire de manière la plus transparente possible pour l'utilisateur. Donc on veut pas mettre en place de CAPTCHA, on ne veut pas mettre en place des solutions trop compliquées. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, mais c'est de s'appuyer sur des choses assez simples qui sont complètement intégrées dans le navigateur. Donc c'est globalement de l'injection de JavaScript
qui est complètement, on va dire, chiffré dans la page web et qui est agnostique par rapport à l'application elle-même. Voilà le dernier cas d'usage. Et je relaisse la main à Nicolas pour l'intégration de F5 dans le catalogue UGAP. Merci Emmanuel. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est de vous montrer concrètement par rapport aux trois grands cas d'usage qu'on vous a présentés là, comment ça s'intègre maintenant à l'UGAP et concrètement comment ça se traduit dans l'offre du marché cybersécurité. Donc effectivement, le premier segment sur lequel on est présent, c'est donc toutes les fonctionnalités de répartition de charges. Donc l'objectif, c'est d'aller récupérer toutes les demandes des utilisateurs sur un point de contrôle unique qu'on appelle le LTM, pour le Local Traffic Manager, et d'aller ensuite router cette requête sur un serveur web en général disponible, mais pas uniquement, ça ne se base pas que sur la fonction serveur web. Donc voilà, l'utilisateur va initier une demande à destination d'un nom de domaine que vous gérez, on va récupérer cette demande et l'orienter vers un serveur. Donc, pour orienter vers un serveur, en fait, la partie LTM va faire du test applicatif en permanence sur vos différentes instances de serveurs. Encore une fois, elles peuvent être en local, elles peuvent être à distance. C'est aussi une possibilité. Et on va avoir, comme ça, le boîtier va avoir une cartographie des services qui sont disponibles et va être capable, en fait, d'acheminer la demande de l'utilisateur vers le meilleur serveur. La notion de meilleur serveur étant à votre discrétion, c'est vous qui pilotez le comportement du LTM pour savoir sur quels critères il se base pour orienter la requête. Alors, ça peut être vers le serveur qui gère le moins de connexions, celui qui répond le plus vite. Voilà, on peut imaginer une pondération sur un certain nombre de critères de performance. On peut avoir aussi des fonctionnalités de persistance de session. Un utilisateur qui a commencé une session, qui a commencé à remplir un formulaire, par exemple, sur un serveur web, il ne va pas falloir l'orienter vers un autre serveur en cours de session. Donc, on va s'assurer qu'au cours d'une session applicative, l'utilisateur tape toujours le même serveur, à condition, bien sûr, que ce serveur soit disponible. Voilà, dès qu'on a un serveur qui va être indisponible, en fait, on va orienter les requêtes suivantes et les utilisateurs suivants sur d'autres serveurs en attendant que ce serveur revienne en disponibilité. Ça vous permet à la fois de pallier aux incidents. Mon serveur s'éteint, je ne sais pas, mon serveur web se crash, enfin voilà, on peut imaginer tout, n'importe quoi. Ça vous permet de pallier aussi à tout ce qui va être mis en maintenance prévu. Puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, les applications évoluent très vite, donc il y a souvent des livraisons applicatives. Ça va vous permettre, en fait, quand vous allez avoir une nouvelle version de l'application à mettre à disposition, de sortir en fait les serveurs au fur et à mesure de la ferme, de ne pas les sortir tous en même temps, de les sortir un par un, de livrer la nouvelle version de l'application, de les remettre en service, de surveiller que tout se passe bien et de passer au suivant et ainsi de suite. Ça évite les interventions de nuit, ça vous permet de faire ça sans rupture de service. Et donc, c'est un facilitateur, on va dire, pour gérer le cycle de vie de votre application. Ça va vous permettre aussi de prendre en charge les fonctionnalités de déchiffrement et de déchargement, on va dire, SSL. Donc déjà, première chose, vous pouvez assurer le chiffrement entre l'utilisateur et votre infrastructure sur le LTM et non plus sur vos serveurs. Donc, on va diminuer le nombre de certificats SSL nécessaires. Et puis, ça va vous permettre de mettre en place des fonctionnalités des niveaux de chiffrement beaucoup plus robustes sans avoir à passer sur chacun des serveurs et être dépendant de l'implémentation SSL sur chacun des serveurs web. Là, vous allez le faire sur un point central qui est le LTM. Avec la possibilité potentiellement derrière de rechiffrer vers vos serveurs, mais en respectant peut-être ces contraintes avec des niveaux de chiffrement plus bas potentiellement. Et puis, on va rajouter par-dessus toutes les fonctionnalités de gestion du trafic applicatif. Alors, on en a pris un en particulier, ce qui est la réécriture d'URL, mais il y en a d'autres, la mise en cache, la compression, la redirection. Voilà, pourquoi? Parce que parfois, vos applications, elles ont été pensées pour être publiées en interne, puis pas forcément vers l'extérieur. C'est pas forcément vous, quand je dis vous, c'est pas forcément votre organisation qui maîtrisez le code applicatif. C'est souvent fait par des prestataires externes, et ils n'ont pas pensé à telle spécificité de votre environnement, par exemple. Donc, vous allez pouvoir, sur le LTM, en fait, patcher, entre guillemets, le comportement de l'application avec des règles de scripting et de plus en plus, maintenant, d'ailleurs, ces règles sont directement dans la GUI, donc relativement simples à mettre en place. Ensuite, pour assurer un deuxième niveau de disponibilité, on va pouvoir s'appuyer sur la solution DNS. Donc, la solution DNS va vous permettre en fait de gérer deux data centers, ou en tout cas 2 points de présence. On peut imaginer très bien qu'un premier point de présence soit dans un data center physique on-premise et un deuxième point de présence dans un cloud, par exemple, pour que, en cas de désastre sur un site, le trafic soit redirigé sur le deuxième point de présence, donc le deuxième site. Donc, on va faire de l'équilibrage de charge, ou en tout cas de la haute disponibilité entre 2 centres d'hébergement.
Donc pour ça, on va s'appuyer sur le protocole DNS et on va faire des, entre guillemets, réponses intelligentes aux requêtes DNS émises par les utilisateurs. Un utilisateur demande, je ne sais pas moi, n'importe quoi, culture.gouv.fr, voilà, par exemple. Traditionnellement, il va recevoir une requête, une IP associée à cette requête DNS. Et bien, en fait, on va prendre la main sur les réponses à cet enregistrement particulier et on va lui répondre avec une IP. Le boîtier, enfin, la solution DNS, pardon, va lui répondre avec une IP où on sait d'avance qu'elle est disponible. Déjà, c'est la première chose. Donc, on va retrouver tous les mécanismes de test de disponibilité pour la partie DNS que ce qui est disponible sur la partie LTM. Et ensuite, on va pouvoir attribuer des règles. C'est-à-dire, je réponds toujours avec une seule IP, qui est celle de mon data center 1. Si jamais elle est plus disponible, je réponds avec l'IP de mon deuxième centre d'hébergement. Ou alors, je fais de la répartition de charges. 50-50, 70-30, ça, c'est vous qui pilotez. On peut faire de la proximité géographique. Mon utilisateur, il vient plutôt, je ne sais pas moi, du nord de la France, je l'envoie dans un data center qui est à Lille. Il vient plutôt du sud de la France, je l'envoie dans un data center qui est à Toulouse. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Si en plus vous avez des utilisateurs qui viennent de l'étranger, on peut faire du blacklisting. Donc ne pas répondre à certaines requêtes DNS venant de zones géographiques particulières. Ou aussi, on n'en a pas parlé, mais ne pas répondre à des requêtes DNS ou ne pas traiter du trafic en provenance d'IP connus comme étant malicieuses, par exemple, type proxy anonyme, générateur de bots, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Et puis, on va retrouver donc tout cet aspect surveillance de la disponibilité applicative, pour qu'encore une fois, quand on répond à une demande utilisateur, on répond avec un service disponible. Donc, toutes ces solutions, vous allez les retrouver dans le segment haute disponibilité sur le marché cybersécurité. La deuxième partie, c'est tout ce qu'on a présenté sur la sécurité, donc que vous allez retrouver dans le segment qu'on appelle Reverse Proxy. Donc, dans ce Reverse Proxy, on va embarquer toutes les fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure, protection des applications web, protection de la fraude en ligne, protection contre les dénis de service, donc plutôt applicatif. Tout ce qui va être protection contre le vol d'identifiants, protection contre les robots, voilà. Donc tout ça, vous allez pouvoir, alors bien sûr de manière granulaire, en activant ou pas certaines fonctionnalités, c'est un système à base de licence, pouvoir mettre en place ces contre-mesures par rapport à toutes les menaces de sécurité dont on a parlé tout à l'heure. La protection des API, c'est aussi quelque chose qui est activable sur le reverse proxy. Donc là encore, on va retrouver des choses qui sont communes avec la protection d'une application web, entre guillemets classique, la protection contre les bots, la protection des DOS et ainsi de suite. Mais on va retrouver aussi des choses qui sont très spécifiques aux API, par exemple la conformité de la requête à des schémas API particuliers, la compatibilité par exemple avec des standards type OpenAPI. De la limitation aussi de trafic sur les API. On sait qu'aujourd'hui, c'est une manière d'aller pomper des données et parfois de saturer les services à base d'API. Renforcer l'authentification aussi sur les API avec différents protocoles. Toutes ces fonctionnalités vont pouvoir être mises en complément sur la partie reverse proxy. Autre fonctionnalité qui peut aussi être mise en complément sur le reverse proxy, c'est tout ce qui va permettre de contrôler de manière plus forte et de manière peut-être plus stricte l'identité d'un utilisateur. Emmanuel a parlé tout à l'heure de toutes les attaques qui permettaient à un attaquant de se faire passer pour un utilisateur. Et ben, le CAPTCHA, c'est un peu pénible. Il y a d'autres mécanismes qui nous permettent de valider un peu plus l'utilisateur et surtout de le valider quand c'est intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que votre utilisateur il accède à des URL publiques pour passer du contenu, il n'y a peut-être pas besoin de l'authentifier, c'est peut-être pas très grave s'il récupère ces données qui de toute façon sont publiques. Par contre, dès qu'il va franchir une zone où il va falloir s'authentifier pour accéder, je ne sais pas moi, à un module bien particulier de l'application parce qu'il va vouloir mettre à jour son adresse mail ou son adresse postale, par exemple, là, on va mettre en place des fournitures des solutions de sécurisation et de renforcement de l'authentification qui vont être beaucoup plus sévères parce que là, il y a potentiellement un accès à des données privées. Donc, on va être capable, nous, de mettre en place, en se basant sur un certain nombre de protocoles, des fonctionnalités d'authentification, et on va pouvoir s'interfacer avec des solutions externes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés dans la sécurisation de l'identité numérique. Mais nous, on va servir de passerelle pour relayer les demandes d'authentification vers ces différents fournisseurs. Donc, vous en avez quelques exemples là sur le slide. Ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de licence. Comment se structure l'offre F5 ? Mais aujourd'hui, présent au marché cybersécurité de l'UGAP, vous avez deux grands types de supports. L'appliance, voilà, avec les différents modèles qui sont ici, et ce qu'on appelle les virtual editions, qui sont vendus en fonction de la bande passante que vous voulez traiter.
La logique dans les deux cas est toujours la même. C'est un seul et même système d'exploitation, donc un seul binaire que vous installez. Et ensuite, on déverrouille les fonctionnalités par licence. Donc la licence Reverse Proxy, qu'on appelle AWF chez nous, la licence haute disponibilité locale, donc répartition de charges sur mes différents serveurs, c'est la fonctionnalité LTM. La disponibilité globale entre plusieurs centres d'hébergement, donc c'est ce qu'on appelle le DNS, et ainsi de suite. L'APM pour la partie authentification, par exemple. Donc vous allez pouvoir en fait rajouter ces différentes licences, soit dès le début parce que vous avez besoin de tout ou de beaucoup de choses, soit au fur et à mesure de la vie du produit. Commencer avec la partie, par exemple, répartition de charges ou reverse proxy, et rajouter ensuite des fonctionnalités en activant des licences en fonction de vos besoins. Nicolas, juste, Vas-y. il y en a qui sont surpris, qui connaissent très bien F5, qui voient qu'il n'y a pas l'ensemble des boîtiers. Là, c'est ce qu'on a mis sur le slide précédent, c'est tout ce qui est disponible nativement actuellement au marché de l'UGAP. Évidemment, si vous avez un besoin de boîtiers encore beaucoup plus gros qui sont disponibles, ou de VM beaucoup plus grosses, n'hésitez pas à nous soumettre la demande et on examinera pour voir si on peut le rajouter ou pas au Effectivement. catalogue pour votre besoin spécifique. Ça, effectivement, c'est le bloc de base, on va dire. Alors l'historique entre F5 et l'UGAP, ça commence à faire un certain temps qu'on travaille ensemble, puisque F5 est présent depuis les trois derniers marchés, ce qui nous amène à une douzaine ou une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui, on est présent sur deux segments. On est le seul éditeur du marché à être présent sur deux segments à la fois, donc le load balancing en haute disponibilité et le reverse proxy. Et puis donc toutes les solutions, je dirais, qu'on a proposées de base, à savoir le LTM et le WAF, mais on peut rajouter dessus le DNS, l'APM pour la partie authentification, le Big IQ pour la console de gestion centralisée, bien sûr. Tous les add-ons aussi dont a parlé Emmanuel sur la capacité à aller monitorer les campagnes d'attaque ou ce genre de choses. Tout ça sont des choses qui sont activables soit dès le début, soit a posteriori sur les équipements. On a beaucoup de références sur le secteur public. On a des ministères, on a des conseils départementaux, généraux, régionaux, généraux et régionaux maintenant. On a aussi des grosses agglomérations, des communautés urbaines, des mairies. Donc on est très présent sur ce domaine, sur votre domaine finalement, puisque aujourd'hui les principaux bénéficiaires de l'UGAP, avec qui on travaille en tout cas, rentrent dans ces différentes catégories. Donc quelques exemples. Voilà, on a une trentaine de CHU qui sont clients. On a les SDIS, on a d'autres hôpitaux autres que des CHU, on a 40 conseils départementaux, et puis la plupart des ministères sont clients F5. Voilà, donc on a l'habitude de travailler avec vous. On s'appuie bien sûr sur la présence de Nomios pour assurer un relais local, puisque la plupart des équipes F5 sont en région parisienne, mais on s'appuie sur nos partenaires pour assurer une présence locale. On est disponible bien sûr pour travailler entre guillemets directement avec vous. Quand je dis directement, c'est vous faire les présentations, faire les tests, même si Nomios est tout à fait qualifié pour le faire. Parfois, vous voulez une relation directe avec l'éditeur, sachez que c'est possible. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il nous reste, je crois, 4 minutes pour les questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en avait dans le Pour chat. l'instant, on n'a pas eu, mais parfois elles arrivent à la fin quand on voit qu'on a fini. Pour vous rassurer aussi, Nomios s'est créé en 2004 et le premier type de matériel ou de solution que Nomios a fait en 2004, c'est F5. Donc on a une très longue expérience de toute l'évolution de la gamme F5 depuis maintenant 17 ans. Voilà, quels sont les use cases typiques? Alors, je repose la question pour tout le monde. Quels sont les use cases typiques que vos clients secteur public cherchent avec Nginx? Alors, les grands use cases aujourd'hui, ça va être les fonctionnalités de répartition de charges et de sécurisation au sein des infrastructures containers, puisque c'est beaucoup plus compliqué de s'appuyer sur des solutions d'infrastructure, donc on va s'appuyer sur des solutions un peu plus souples. Autre cas d'usage pour tous les clients qui utilisent des solutions d'orchestration des containers à base de Kubernetes, ça va être la fonctionnalité d'Ingress Controller. Donc cette passerelle en fait qui permet de discuter entre le monde réseau container, qui est un monde particulier, avec ses propres protocoles, et d'aller publier en fait ces services containers vers l'extérieur. Donc c'est une fonction en fait de reverse proxy. Donc voilà, ça c'est les deux grands use cases, load balancing WAF en entrée d'infrastructure container et la fonction d'Ingress Controller pour tout le routage applicatif. Ordre de grandeur budgétaire pour premier niveau, 25 mégabits. Alors, j'étais en train de chercher parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelques milliers d'euros. C'est ça l'ordre de grandeur.
N'hésitez pas, c'est pas très compliqué de faire un estimatif, c'est même pas un devis, hein, on vous renvoie quasiment directement par mail. Voilà, donc ugapestimatif@numios.fr. Mais je vous le remettrai si vous voulez dans l'email. Et de toutes ces petites questions budgétaires, il n'y a pas de souci, nous vous répondrons très rapidement. Donc, je vous remercie tous. On vous souhaite encore une très bonne année, nos meilleurs vœux pour 2022. On espère vous accompagner dans plein de projets. Et je pense qu'on va mettre en place d'autres webinaires avec Alexandra. Donc, soyez à l'écoute des mails que vous allez pouvoir recevoir d'ici cet été pour l'animation du marché de l'UGAP. Merci à tous.